Donc Bernard d'Argols, c'était mon grand-père qui est aujourd'hui décédé. Il est mort en 2019 à l'âge de presque 99 ans. Et en 1938, il était à New York il était parti normalement pour 1 an de stage pour apprendre un métier, le métier de son père. Et il devait rentrer ensuite et travailler à Paris, là où habitait la famille. La guerre a été déclarée et toute la famille était à Paris. Et mon grand-père, lui, est resté à New York. C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Quand il a entendu les propos de Pétain, il était clair pour lui que jamais il ne s'engagerait dans l'armée de Pétain. Mais en revanche, mon grand-père était convaincu de vouloir participer. Donc, il a cherché à s'engager. Il est allé voir les Anglais. Il a envisagé d'être dans la marine, mais il n'aimait pas. C'est quelque solution qu'il n'aimait pas. Et puis en fait, comme il travaillait à New York, ses copains de l'usine, de son entreprise, lui ont dit « Mais pourquoi tu viens pas t'engager avec nous ?» Il s'est engagé dans l'armée américaine et il a été pris. Il n'avait aucune obligation finalement de s'engager. Pour lui, c'était une évidence. La troisième section, celle où j'étais, où on m'a mis, c'était ce qu'ils appelaient Military Intelligence Interpreter. Le mot interprète, c'est plutôt dans le sens, non pas de traducteur, mais le but était d'interroger les civils français pour connaître certaines informations au sujet de l'ennemi qui était devant nous. Colonel Christensen m'a dit, voilà, vous allez laisser tous les papiers que vous avez sur vous, les photos, les lettres de famille, avec un copain. Vous allez prendre la Jeep, vous avez 2 heures pour revenir avec les renseignements que vous connaissez. J'ai eu peur parce que voilà, c'est tout ce que j'avais appris à Ritchie qui devait m'être utile pour ma première mission en territoire neutre. Nous sommes donc partis en avant dans cette zone neutre, sachant que l'ennemi était à quelques centaines de mètres, ou peut-être 1 ou 2 kilomètres, je ne sais pas. Toujours susceptible de faire une petite contre-attaque. Je suis donc arrivé dans la ferme que je pensais des plus importantes. J'étais armé uniquement d'une mitraillette, c'est celle que j'ai eue toujours après. J'ai donc interroger les civils qui, pas très bien,
si j'étais français ou américain ou un rigolo. Mais enfin, ils étaient contents de me voir, mais au bout de quelques minutes, c'était les larmes de joie de leur part. Ils étaient tellement contents de me voir. Alors, les renseignements que j'ai ramenés, c'était les suivants, et c'est une synthèse de tout ce que j'ai eu à faire par la suite. Quelle était l'unité exacte qui était devant nous? Est-ce qu'ils étaient nombreux? Est-ce qu'ils étaient jeunes ou vieux, sachant que les vieux étaient plus aptes à se laisser faire prendre prisonniers plutôt que les jeunes? Comment était leur morale? Qu'est-ce qu'ils faisaient pendant la journée? Où étaient les dépôts de munitions? Et surtout, où étaient les dépôts de carburant? Et ça se terminait toujours par le fermier ou la personne chez qui j'arrivais, par quelque chose comme Marie va chercher à la cave la bouteille de Calvados qu'on a gardée pour ce jour-là. Voilà, ça c'était une mission que j'ai faite pour chacun de ces villages qui s'appelaient Trévières, Saint-Georges-d'Aile, Litry-Mory, Le Mollet-Litry, Bérigny et Cerisy-la-Forêt, entre autres, avec plus ou moins d'angoisse. Ça, c'était ma bataille de Normandie. Et si je vous raconte tout ça, c'est comme le disait le Premier ministre anglais Churchill, un pays qui oublie son passé n'a pas d'avenir. Alors rappelez-vous, ça a eu lieu et essayez de faire que ça ne puisse plus se reproduire jamais. Voilà.